la première. Bienvenue dans Génération Entrepreneur, le podcast qui met en avant les talents venus des Outre-mer. Mieux vaut aller chercher des financements bancaires. Parce que certes, tu vas mettre de la dette dans la boîte, d'accord ? Oui. Cependant, tu vas garder en fait les rênes de ton actionnariat. Ici, nous allons parler d'ambition, de résilience et d'innovation. Et nous allons aller à la rencontre de ces talents qui font la nouvelle génération de demain. C'est complètement faux l'idée qu'on ne part pas avec les mêmes chances que ceux qui sont en France hexagonale. Je suis Kelly Massol, entrepreneuse depuis plus de 15 ans. J'ai commencé avec 1 500 € dans ma cuisine. Et aujourd'hui, je gère une entreprise qui fait plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Franchement, soyez feignants. Non mais je sais, j'ose dire ça. Soyez feignants. Prenez quelque chose qui existe déjà et améliorez-le et exécutez correctement. Partons à la rencontre de ces histoires passionnantes et inspirantes ensemble. Bonjour Xavier. Bonjour Kelly. Je suis ravie en tout cas de t'accueillir pour ce nouvel épisode de Génération Entrepreneur. Et donc moi je sais qui tu es, mais j'aimerais que tu te présentes auprès de nos auditeurs. Bien sûr, alors merci Kelly d'abord de me donner cette possibilité de pouvoir parler. Avec plaisir. Et si je peux utiliser quelques mots pour me présenter, ce sera, je suis Xavier Bonol, j'ai 22 ans et j'ai monté ma start-up. C'est ce qu'on a utilisé pour me présenter, donc je le réutilise. Comment s'appelle ta start-up ? Alors, c'est la BAE Innovation. On a fêté, nous, 1 an il y a quelques mois, et nous, ce qu'on développe, c'est un système de transport de marchandises médicales et humanitaires par drone autonome. Donc, on va développer à la fois la solution de drone, la solution de recharge rapide par station de recharge, et tout le logiciel et l'écosystème derrière qui permet de faire ce transport-là. Nous, on s'est plutôt spécialisé sur tout ce qui sera transport dans le médical de médicaments, par exemple, et également de défibrillateurs. On n'est pas du tout dans le transport d'organes, c'est-à-dire dans le transport assez d'urgence. Par exemple, je vais prendre un cas qui est très concret, que je ne te souhaite pas évidemment. Si par exemple tu vas faire en montagne une visite avec une amie et malheureusement elle tombe, elle fait un arrêt cardiaque, il faut savoir qu'elle a 90% de chances d'y passer si dans les 20 minutes, elle fait 20 à 30 minutes, elle n'est pas prise en charge. Donc, je croyais que c'était plus court encore. Non, parce qu'il y a la possibilité pour toi de commencer le massage cardiaque. Je sais pas faire. Alors là, justement... elle est cuite. L'amie, elle est cuite. Je suis désolée. Mais justement, c'est là que nous on a la solution parce qu'il faut penser qu'on est dans un milieu inhospitalier. Donc ça va prendre du temps pour les sapeurs-pompiers pour pouvoir y aller. Je pense, moi, en Martinique, j'imagine si un ami et moi, on va à la montagne Pelée et qu'il a un problème, justement, ça va prendre du temps pour qu'il sorte de Saint-Pierre pour pouvoir y aller. Et nous, ce qu'on propose justement, c'est de pouvoir transporter en 5 minutes un défibrillateur sur la zone et le drone va se poser au-dessus. Le treuil va descendre le défibrillateur. Et la magie d'aujourd'hui, c'est qu'avec les défibrillateurs, tout est expliqué de A à Z, comment installer. Et nous, le drone, quand il a fait sa mission, il revient se poser à la station de recharge directement, sans intervention humaine. C'est ça la particularité. Alors, c'est hyper intéressant. Je suis super excitée donc, par la proposition que tu proposes. Mais ce que je veux en savoir plus sur toi. Est-ce que tu peux te présenter ton histoire ? Bien sûr. Dis-moi plus. Alors moi, il faut savoir, j'ai fait toutes mes classes en Martinique. J'ai commencé depuis la maternelle. Un pur produit de chez nous. Exactement. J'ai grandi, j'ai y passé toute ma vie. J'ai fait également donc jusqu'au lycée. J'ai passé mon bac au lycée de Bellefontaine. Et puis, je suis allé en prépa. J'ai décidé de m'orienter vers un cursus scientifique. J'avais l'esprit dans l'âme de comprendre comment tous les petits composants, les caméras, les micros, comment on les voit, comment ça marche. Et du coup, je me suis orienté vers une classe préparatoire aux grandes écoles, donc MPSI puis MP, au lycée Bellevue. Je me suis dit, finalement, je peux faire mes études en Martinique jusqu'au maximum. Allons-y, pourquoi pas. Donc, c'est plutôt un profil ingénieur que tu as. Exactement. Et ce qui a permis ensuite, je suis allé en prépa, j'ai réussi ma prépa, j'ai eu des écoles d'ingé, ce qui m'a permis d'arriver à Paris où nous nous retrouvons et d'arriver en école d'ingé. J'en ai choisi une, mais j'avais déjà commencé mon projet entrepreneurial. Il faut savoir que l'entrepreneuriat et moi, c'est vraiment un attrait assez particulier puisque c'est vraiment moi qui ai choisi, c'est-à-dire mes parents ne sont pas du tout dans l'entrepreneuriat, je ne connaissais personne dans l'entrepreneuriat, personne dans ma famille donc c'est qui en inné. faisait, donc c'était vraiment inné. Et c'est en sortant du collège avec un ami, on s'est dit, mais on devrait créer un système volant pour éviter, c'était très, très bête. Ça commence toujours d'un truc naïf, une question naïve. Exactement, c'était comment on va faire pour éviter les embouteillages, parce qu'en Martinique, il y a toujours des embouteillages. Oui. Ça. Donc on s'est dit, on pourrait faire un système volant qui permet d'éviter tout cela. Et le projet a évolué petit à petit. Mais d'une idée lancée en l'air comme ça. Exactement, on est arrivé au projet qu'on a aujourd'hui, qui a déjà gagné des concours, mais on en y reviendra plus tard. Mais la particularité, c'est que dès là, on s'est dit, et surtout moi, je me suis dit, j'ai un profil de scientifique
et je n'ai pas les cartes d'entrepreneur. Je ne sais pas comment gérer une entreprise, j'en ai absolument aucune idée. Donc dès que je suis arrivé dans la classe préparatoire, on a la possibilité dans les universités de se faire accompagner par un pépite. La plupart des universités en ont, dont l'université de Martinique qui en avait un, et c'est un programme qui est dans l'université qui va nous permettre d'avoir accès à des ateliers, différents ateliers, pour nous permettre de comprendre l'entrepreneuriat, comment ça marche depuis, ils arrivent très tôt, c'est-à-dire dès l'idéation, tu as une idée qui est un petit peu concrète, comment je peux pouvoir la réaliser. Et du coup, je suis rentré, j'ai passé un comité de sélection, c'est la première fois que je présentais mon projet à un jury, je suis passé, j'ai accédé et j'ai été accompagné par un incubateur du coup à la Suite Californie. Ah, quand on a le talent. Et j'ai essayé, en tout cas on m'a dit, je me suis dit, tente ta chance, ça coûte rien, ça peut passer. Ça coûte rien, mais c'est ça qui est important pour les auditeurs, c'est-à-dire que souvent les gens ils hésitent à se lancer, à passer à l'étape supérieure sur une idée ou un projet, mais finalement qu'est-ce qu'on risque ? Surtout au démarrage. Exactement. T'as démarré avec combien ? J'ai démarré, on avait, si tu veux vraiment la vérité. On veut la vérité ici. Alors, quand on a lancé l'entreprise, on était à 500 €, mais on a lancé l'entreprise l'an dernier, j'ai dit. Quand on a commencé vraiment le projet, j'étais mineur. Je n'avais même pas de fonds. Il n'avait même pas le droit de s'enregistrer. Tu as tout compris, c'est mon frère qui nous a aidés. Donc tu as utilisé un homme de paille. Exactement, c'est mon frère qui nous a aidés parce qu'on avait certaines démarches justement pour protéger l'idée, parce qu'on avait déjà bien avancé sur le projet pendant qu'on était encore au lycée. Donc on a dû protéger, sauf que je suis mineur, je ne peux rien faire. Mon frère nous a aidés à ce moment-là. Donc on a commencé littéralement avec 0. Puis petit à petit, on a réussi à trouver et s'aider pour se financer, pour pouvoir lancer au moins la start-up avec 500 €. Et on a réussi à gagner le prix Pipite en 2022, quand je finissais ma prépa, qui nous a permis d'avoir les premiers financements pour lancer notre projet. Donc le prix Pépite, c'est un prix national de tous les pépites. Moi, j'ai gagné pour le prix Pépite national et pour l'antenne Antilles-Guyane. Enfin, à l'époque, c'était Antilles-Guyane, mais c'est l'Université des Antilles, qui nous permet d'avoir accès au premier financement pour pouvoir financer notre start-up. C'est comme ça qu'on s'est lancé finalement, c'est par ce biais-là. C'est-à-dire, on a présenté le projet, on a dit que l'idée était intéressante, on s'est fait accompagner pour pouvoir structurer la chose, puisque c'est ce qu'on a compris, c'est qu'on ne peut pas juste donner une idée et pouvoir y aller. Non, ce qui est hyper important, et c'est que les gens, parfois, en fait, ils se sentent seuls dans l'entrepreneuriat, mais c'est normal parce qu'en fait, ils ne vont pas à la rencontre soit des dispositifs qui sont en place, soit à la rencontre du monde, tout simplement, parce que souvent, les gens, ils ont aussi un petit peu peur de se faire voler leur idée. Et moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que, en fait, une idée, tu la jettes, comme un boomerang, et t'attends qu'elle te revienne. Et en fait, elle te revient, elle a été enrichie, elle a été parfois améliorée, elle a été parfois structurée. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est important d'échanger autour. Alors t'es pas obligé de tout dévoiler, mais c'est important en fait de teaser un petit peu pour voir est-ce que c'est dans ta tête ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Mais la clé, si vraiment quelqu'un veut se lancer juste en dire je vais être entrepreneur, franchement, soyez feignant. Non mais je sais, j'ose dire ça. Soyez feignant. Prenez quelque chose qui existe déjà et améliorez-le et exécutez correctement. Soyez meilleur à l'exécution et en fait vous serez déjà 2 fois meilleur que ceux d'avant. Exactement. C'est aussi simple que ça. Aux Antilles, on est face à des problèmes qu'on n'a pas en France hexagonale. Donc on a la possibilité, surtout quand on a vécu là-bas, de voir la réalité des faits, des problèmes qui n'existent pas. Je prends un exemple très concret. En Martinique, on n'a pas, enfin, à part à Fort-de-France éventuellement, on n'a pas les rebuts. Donc il n'y a pas d'affaire de je commande et ça arrive. On est encore au téléphone pour appeler le pizzaïolo du coin pour savoir s'il est ouvert et si je peux passer commande. Ça, c'est un exemple très concret. C'est un exemple très concret et en fait, bien souvent, les entrepreneurs ultramarins disent oui, mais moi, je démarre de plus loin, c'est plus compliqué. Moi, mon projet, il a moins de chances de réussir parce que je démarre dans les dom-toms. Mais en fait, c'est faux. C'est complètement faux. C'est faux parce qu'en fait, tu es en train de manger ton pain noir aujourd'hui. Les difficultés, justement, du territoire qui sont tellement dures te mettent des barrières. Et en fait, ces barrières à l'entrée font que ceux qui s'en sortent, quand ils vont vouloir s'externaliser en fait et aller par exemple en métropole ou s'internationaliser, c'est pour ça qu'il y a des boîtes en fait qui viennent de personnes de chez nous qui sont dans l'excellence parce que en fait ça t'apprend à avoir des standards très hauts avec un public parfois très exigeant, encore plus exigeant en fait que les territoires de métropole sur la qualité de service, sur la rapidité d'exécution, etc., etc. Et du coup tes standards à toi ils sont déjà tellement renforcés et tellement forts que lorsque tu vas partir à l'international, tu vas passer pour le
pour le roi du business, en fait, parce que tu as eu un entraînement à la dure. Donc, au lieu de commencer dans le camp d'entraînement, entre guillemets, yoga, salle de sport, toi, tu es parti directement par le GIGN, tu vois. Et ça, c'est très vrai. Tu sais pourquoi ? Parce que je me suis posé la question de pourquoi, justement, on n'a pas autant d'entrepreneurs antillais. Et c'est parce qu'on a un problème de représentativité. On n'a pas autant d'exemples pour pouvoir se représenter et dire, s'il a fait ça, je peux le faire. Par exemple, quand on voit Kelly Massol, ça c'est un vrai exemple de réussite. C'est pas pour te soucier, mais tu comprends l'idée. On a besoin de gens comme ça qui sont reconnus comme des symboles de réussite et qui viennent de chez nous. Si on n'a pas ça, on peut pas se lancer et se dire je peux le faire. Moi, les réseaux sociaux aujourd'hui nous permettent en tout cas de trouver des gens à qui s'identifier. Et moi, à mon époque, quand je me suis lancée, il n'y avait personne. C'est sûr. Et donc, du coup, j'ai accepté de me mettre un peu plus en avant et de communiquer un peu plus autour de moi ou du symbole de réussite pour juste permettre aux gens de se dire c'est possible. Tu vois. Et parce qu'à partir du moment où tu te dis mais elle l'a fait, moi je peux le faire, ou je peux essayer en tout cas, parce que voilà, parce que l'échec ça peut arriver et c'est comme ça qu'on devient bon. Et du coup c'est ça en fait qui va finalement donner un cercle vertueux. Donc là je suis d'accord là-dessus. Mais j'ai une autre question pour toi en ce qui concerne ta famille, parce que en fait on a une histoire, je dirais pas similaire, mais moi j'ai commencé dans ma cuisine, toi t'as commencé dans ton garage. C'est ça. T'as été épaulé, t'as squatté le garage familial, ça s'est passé comment ? Non, alors c'était très simple, c'est qu'on était à la fin du collège. J'étais avec un ami et on a commencé à parler de ce projet-là. Je lui ai dit, est-ce que t'en es ? C'est un peu fou, je sais pas où ça va nous mener, mais est-ce que t'en es ? Il m'a dit, allons-y. Et comme lui, il faisait une formation en maintenance des engins, donc il avait justement ce côté-là, plutôt sciences et ingénierie, que je n'avais pas encore à l'époque. Et du coup, on a commencé à travailler directement dans son garage, chez lui. Pas chez le mien, mais dans son garage. À lui. Exactement, parce qu'on n'avait pas de locaux. De toute façon, c'était une simple idée. Donc, on a commencé à travailler. On s'est dit, OK, on imagine, je pense qu'on aura besoin de ça. Et comme on était quand même au collège, on a eu quand même une idée, une approche scientifique. C'est ce que nos profs nous apprenaient. Donc, on sait qu'on a besoin. La rigueur. Exactement. Donc, on s'est dit, OK, on a besoin d'un projet. C'est quoi le besoin ? À quoi on veut répondre ? Et comment on imagine les possibilités et les idées derrière. Donc on a commencé dans le garage de manière très simple. Et c'est après, quand le projet a commencé à avancer et qu'il était un petit peu plus structuré de nous-mêmes, qu'on a appelé parler à nos parents. On en a parlé et on leur a parlé de ce qu'on faisait. Et ils ont accueilli ça comment ? Parce que moi je me rappelle, hein mais du shampoing, quoi ? C'est quoi encore ? Qui bitin ? Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que pour moi, c'était l'effet inverse. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'on avait une idée. Donc, tout ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit très vite, comme tu me l'as dit, protégez parce qu'il ne faut pas que vous fassiez, n'en parlez pas parce qu'il ne faut pas vous faire voler le projet. Mais ils m'ont dit des trucs. Tu protèges et après tu parles. Oui. Exactement, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a protégé via une enveloppe e-solo. Mais c'est ce que je disais, c'est que... Expliquons à nos auditeurs qu'est-ce que c'est qu'une enveloppe. Alors, une enveloppe e-solo, c'est un dispositif qu'on a sur l'INPI qui permet juste, tu présentes ton projet ou les dessins et de pouvoir avoir de prouver une antériorité sur ton projet. L'INPI, Institut National de Propriété Industrielle. Exactement. C'est vrai si vous avez c'est un nom, une idée de brevet, un nom de marque, par exemple, Secret de Loli s'est déposé depuis 2009. Tout comme Boost Curl, donc j'en ai vendu 1 million d'exemplaires l'année dernière, il était déposé. Et j'ai même, malgré que ça faisait 10 ans, j'ai 2 entreprises quand même qui ont essayé de déposer qui ont sorti des produits avec le même nom. Donc oui, c'est important d'avoir d'excellentes relations avec l'INPI. Oui. Et c'est important, effectivement, si tu as une idée, surtout si tu as une idée assez technique, de créer, de mettre dans une enveloppe en fait ton idée, de la décrire, c'est ça, oui. De la déposer, de l'envoyer à l'INPI. Le jour où il y a un problème, il y a quelqu'un qui fait quelque chose, parce que c'est à ça qu'elle sert cette enveloppe. Oui, c'est ça, oui. Le jour où il y a un problème et tu vois que demain qu'il y a quelqu'un en fait qui est en train de se balader avec des drones et qui font du transport, exactement le même système, avec le même système, le même modèle ou des grosses similarités, t'appelles, tu fais décacheter l'enveloppe et là tu peux aller à la rencontre de la personne en lui disant monsieur, c'est mon idée, j'étais là avant. C'est ça. Et justement, c'est ce qu'on a fait, c'est là la force de mes parents, c'est que mes parents, ils ont plutôt un domaine, on va dire... Surtout que ça coûte pas grand-chose. Hein. Oui, non, ça nous a coûté peut-être entre 10 et 20 euros pour pouvoir déposer. Et mes parents, justement, ils nous ont aidés à ce niveau-là, enfin nos parents en l'occurrence, mais ils ne comprenaient pas forcément tous les côtés du projet parce que c'était quelque chose de très technique. De plutôt technologique en l'occurrence. Donc, ils nous ont cru, ils nous ont dit allez-y, de toute façon c'est ce que mes parents m'ont appris depuis petit, c'est quel que soit ce que tu fais, sois le meilleur. Si tu es médecin, sois chef de service, si tu es prêt, tu deviens évêque. C'est quelque chose qui est quand même c'est quelque chose en fait qu'on remarque et qu'on décèle chez beaucoup de familles afro-caribéennes quand même. Alors, je vais pas faire dans le psychologique, mais pousser nos enfants, parce que maintenant je suis mère,
Moi, j'ai encore un peu de temps. Non, je suis la daronne. C'est très difficile pour moi. Ils ont 9 ans, mais je suis encore en train d'apprendre que c'est moi la mère, c'est plus moi l'enfant. Et donc, du coup, pousser en fait les gens à l'excellence parce qu'on est issu de familles afro-antillaises, à la fois, c'est une pression psychologique énorme pour les enfants. Et à la fois, on peut voir en fait effectivement une volonté d'excellence et d'exécution qui fait que bien souvent on peut exceller dans des domaines. J'arrive pas encore à quantifier le ratio. Je me dis que justement les parents, même mentalement, ils ont cette idée que on part pas avec les mêmes chances. Alors que je tiens à dire, vraiment, je profite pendant que je suis devant la caméra, que c'est complètement faux l'idée qu'on ne part pas avec les mêmes chances que ceux qui sont en France hexagonale. Techniquement, sur l'éducation, en tout cas, on est censé avoir les mêmes chances que les autres. Exactement, c'est ça. On part avec les mêmes choses, sauf qu'on n'a pas la représentativité, on est plus éloigné. C'est ça la seule différence. C'est très difficile de s'identifier à des gens qui vivent ailleurs, sur un autre territoire, avec des autres difficultés. Tu as dit le mot parfait. Pas forcément la même couleur de peau en plus, donc c'est vrai que... Tu as dit exactement le point, c'est l'identifier. On n'arrive pas à s'identifier à des modèles. Et c'est pour ça que je te dis, quand tu parles d'excellence, j'étais aux États-Unis dans le cadre de mes études, j'ai rencontré des Martiniquais, des Antillais qui étaient là-bas dans le même, et j'étais au fin fond du Texas, j'en ai rencontré là-bas qui font des choses incroyables aussi. Je sais. On a des talents, et de toute façon, c'est tout le but de Génération Entrepreneur. C'est ça, exactement. Donc, et justement, maintenant qu'on a vu que tu as une famille qui t'a soutenu, donc ça, c'est déjà incroyable. Tu as commencé hyper tôt, d'accord, et tu as commencé sans moyens. Donc déjà, tu viens de me descendre la liste, entre guillemets, des premières choses où les gens disent oui, moi je peux pas me lancer, etc. Déjà, là, tu coches toutes les cases. Maintenant, il y a autre chose c'est le nom. Comment vous l'avez choisi? Parce qu'il est difficile à prononcer. Oui, BAE, Innovation. BAE Innovation. Okay. Alors, BAE, c'est un dispositif qui s'appelle Blood Hall, non? Oui, Blood Hall, exactement. C'est celui-là qui est difficile à prononcer. Exactement. Lui, on a trouvé. T'as voulu faire le ricain, mais. Exact. Mais on nous a toujours dit qu'il vaut mieux utiliser un nom international, international, parce que c'est beaucoup plus intéressant. J'ai toujours fait en sorte d'avoir effectivement un nom. Alors, on me l'a reproché beaucoup, anglophone, parce que j'avais pensé à l'internationalisation et que c'est plus facile, en fait, t'as pas forcément à traduire, en fait. Exemple, il faut voir loin. C'est pas parce qu'on commence un produit qu'on va se dire, je vais le vendre qu'en France. Il faut aller voir loin. Que ça finisse qu'en France ou dans la petite Martinique, c'est déjà incroyable. Mais il faut toujours ne pas s'empêcher de voir loin. Et c'est quoi ce dispositif? Du coup, moi, comme je t'ai dit, on n'était qu'à 2 quand on a commencé, mais j'avais besoin quand même de plus de compétences et de personnes avec moi. Donc, je suis arrivé en école d'ingénieur, j'ai commencé à travailler sur mon projet. Justement, j'ai choisi mon école d'ingénieur pour ça, parce que il me permettait d'avoir la liberté pour travailler mon projet entrepreneurial. Dès le début, si j'ai choisi cette école-là, c'était pour ça. Et j'ai commencé à travailler et par le biais des connexions, l'entrepreneuriat, j'ai compris que c'est que des opportunités. Tu saisis ou tu saisis pas. Tu saisis ou tu saisis pas, tu vas les chercher, tu vas pas les chercher, bien sûr. Et j'ai eu la chance d'en avoir et j'ai rencontré des élèves, 1 ou 2 élèves qui avaient des idées de projets et qui sont super intéressants. Donc, on en a parlé un petit peu et on s'est dit... pourquoi pas travailler ensemble? On s'est associés et puis on est parti comme ça. Et du coup, on s'est retrouvé d'une équipe de 2 personnes à finalement une équipe de 5 personnes. Donc 3 élèves ingénieurs, un chargé commercial et test, un chargé administratif. Qu'est-ce que tu veux dire par associé aujourd'hui? Si on doit regarder vos statuts, vous avez scindé exactement. On a 25. Non, en l'occurrence. Pardon, 20. Tu vois, je suis nulle en maths. non, ne t'inquiète pas. Non, j'ai plus de parts dans l'entreprise. D'accord. Parce que j'ai la plus grande antériorité. Exactement. Mais après, le reste, ils sont partagés de parts. Ils sont rentrés à l'actionnariat, c'est ça que tu es en train de me dire. Exactement, c'est ça. Pour pouvoir, parce que comme on est forcément on est une start-up, on vient de commencer, on n'a pas de financement, donc on ne pouvait pas se payer, on ne peut pas être 10 salariés. Entre nous, ça n'a pas de sens. Donc, on s'associe et on y va. On n'a pas peur puisqu'on a un projet et on sait travailler. Et c'est justement une question que je voulais te poser, mais peut-être que ce sera peut-être pour tout à l'heure. Vas-y. C'est justement, j'ai eu souvent des idées de projet, mais c'est l'idée de pouvoir s'associer avec quelqu'un. J'ai souvent eu du mal parce que je me suis dit, il faut trouver la bonne personne. Comment tu fais toi pour trouver la bonne personne? Déjà, moi, j'ai 100% du capital jusqu'en 2013, jusqu'en 2023 de ma boîte. Donc, tu vois, j'ai mis 13 ans avant de faire rentrer quelqu'un à l'actionnariat et j'ai fait rentrer un fonds d'investissement minoritaire. C'est très difficile parce que tu as les valeurs et tu as un capitaine de bateau. D'accord ? Tu peux être un très bon numéro 2 et un mauvais numéro 1. Donc, en fait, tout le monde n'est pas forcément prêt à s'associer. Si j'ai une reco à faire, c'est jamais de s'associer à 50-50.
Parce que c'est jamais Jacques ni Pierre, c'est personne qui prend les décisions en fait. Et Tu ça- seras toujours dans un mur. Il faut toujours qu'il y en ait un qui soit majoritaire par rapport à et c'est l'autre. pour ça justement que je me suis mis majoritaire. Donc il y a ça, parce qu'à la fin, il faut qu'il y en ait un qui finisse par Prendre la décision. par prendre la décision. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, nous, en tant qu'investisseurs, ce qu'on appelle l'equity story. D'accord. L'equity story, c'est quoi? C'est par où tu es passé pour tes financements et à quoi ressemble ta table capitalistique. Si par exemple tu arrives, ton projet il a 2 ans et il te reste 40% de ta boîte, ça va être très difficile Oui, c'est sûr. Tu peux pas te de diluer faire encore. des tours parce que tu vas être dilué et en fait c'est plus ta boîte à la fin. C'est ça, Et oui. ça c'est un très mauvais signe à envoyer aux business angels et surtout aux fonds d'investissement. Donc quand tu crées ton entreprise, tu dois réfléchir à combien de pourcentage tu es capable de lâcher. Quel est le maximum que tu veux lâcher et à quelle phase en fait de croissance de ta boîte et de ton projet tu es par rapport à quel type de business angel, de Que tu veux fonds chercher. que tu vas chercher. Si tu pars sur une equity story dès le début qui est catastrophique, en fait tu vas avoir du mal à lever. Tu vas avoir du mal à chercher des financements. Donc parfois, pour éviter de se diluer, toi tu parlais de trouver le bon associé, mais pour éviter de se diluer, mieux vaut aller chercher des financements bancaires. Parce que certes, tu vas mettre de la dette dans la boîte, d'accord. Oui. Cependant, tu vas garder en fait les rênes de ton actionnariat, d'accord. Donc ça, c'est hyper important. Ah, donc tu conseillerais plutôt, quand on est au départ, d'aller plutôt chercher du financement au niveau de la banque ou des... Du financement et de la subvention au Subvention, début pour bien sûr. éviter de se diluer. Nous, c'est ce qu'on a fait, c'est les subventions. Voilà. par action des subventions. Ensuite, quand tu veux récompenser des gens ou bien les faire s'investir plus dans ton projet, ensuite, il y a l'option BSPCE. Donc, les BSPCE sont des parts que tu donnes de ta boîte. Ok. Donc, il y a un pourcentage maximum que tu peux donner, qui soit à titre gracieux, donc ce sont des actions gratuites que tu peux donner à des gens, soit au moment où il y a une valeur, en fait, à l'instant T, par exemple, c'est 10 € l'action. Tu leur donnes à ce prix, entre guillemets, voilà, et quand ils vont remettre leur action au paquet, ou peut-être les revendre, ou te les revendre, ou les garder, en fait, l'action, en fait, elle change de valeur quand ils vont sortir avec... ils auront le nouveau prix de l'action à ce moment-là. Ça, c'est génial parce que là, je viens d'avoir un cours sur sur des explications qui sont ultra importantes. C'est et tout le ultra monde peut en important. profiter. C'est Par génial. exemple, moi, en 2023, j'ai commencé à objectiver certaines personnes. Souvent, ce sont des personnes que tu veux maintenir dans le projet, Ok. ou bien les récompenser, ou bien... quand tu seniorises une entreprise, tu n'as pas forcément en fait, les moyens financiers de les payer à leur juste valeur. Évidemment, Donc, oui. on appelle ça les... Alors là, je vais rentrer dans quelque chose qui est plus technique encore. On appelle ça les man packs. Ok. D'accord. Par exemple, tu prends un nouveau directeur commercial. Tu peux pas le payer son salaire, prix, ouais. son salaire. Donc, tu peux lui faire un pack avec son salaire de base. Tu peux l'objectiver sur une première prime et tu peux lui dire, par exemple, je te donne 1% de la boîte en BSPCE. D'accord. D'accord. Donc, il participe à la création de valeur. D'accord. Donc, plus il fera du chiffre d'affaires, plus la valorisation de la boîte elle va augmenter, plus la valorisation de ses BSPCE, elle aussi, va augmenter. Donc ça lui donne envie d'avancer dans le projet puisqu'il se dit, si l'entreprise Voilà. avance, moi Et aussi je vais j'avance. être rentrée encore plus dans la difficulté. Tu peux très bien vester. Désolée. Alors là, faut définir vesti. C'est là où tu vois, je fais pas juste que vendre des shampoings. Ça c'est clair. Tu peux vester en fait tes BSPCE, c'est-à-dire tu peux très bien dire, je te donne 1% de la boîte ou 2% de la boîte. Par contre, je te donne 0,45% par an pendant 3 ans. D'accord. D'accord. En fait, c'est ce qui te permet d'être sûr que la personne, elle reste 3 ans. Oui. Tu vois, parce que... Et l'engager. Voilà. Et l'engager, parce que tu sais que tu as besoin pour aller à la prochaine étape du SCAL de ses compétences pour à minima 3 ans. Pour éviter que, tu vois ce que je veux dire, si ça va plus lentement ou autre, au moins, tu n'as pas donné 2% d'un coup. Tu Oui, c'est l'as ça. divisé en 3 et chaque année, il a de nouveau des BSPCE. Et en il plus, est plus intéressé Ouais. et ça permet de lui garantir la motivation. Et c'est justement quelque chose que j'ai vu, c'est que la perte de motivation. la perte de motivation, c'est quelque chose qui est très embêtant pour le chef d'entreprise. C'est à lui de mettre la motivation dans ses équipes, mais l'automotivation qu'il faut pour être entrepreneur, c'est absolument incroyable. Parfois on me demandait des conseils, je dis, si vous n'avez pas d'automotivation, vous n'allez pas réussir parce qu'il n'y a personne qui va vous dire qu'il faut se lever le matin. C'est bien vous sûr. qui devez y aller, Bien il faut sûr. se remotiver Les jours même de quand flemme, c'est on n'y croit terrible. pas. Il faut y aller. Il faut avoir une C'est ça. carotte. Exactement. Alors, soit tu crois extrêmement en ton projet, soit tu crois dans la valeur de ton projet. Il y a des gens, ils fonctionnent à l'argent. Il y a des gens, ils fonctionnent au nombre de sourires, entre guillemets, Qu'ils donnent des chaque jour. clients. Toi, ça peut être le nombre de vies que tu as sauvées, tu vois. Il y a des moteurs en fonction du type de persona que tu as qui sont différents. Moi, j'en ai plusieurs.
j'aime, en fait, je sais l'impact que ça a dans la vie des gens de tous les jours. Tu vois, me dire que je facilite la vie à des gens, franchement, je dors bien la nuit, tu vois. Puis après, me dire que je fais beaucoup d'argent, mais ça, en fait, c'est la conséquence de toutes les actions, du travail mené, bien mené. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. D'accord. Pour moi, c'est la cerise sur le gâteau, tu vois. Mais j'ai pas fait ça pour l'argent. Et d'ailleurs, souvent, quand tu fais ça pour l'argent, il y a moins de profondeur. Et aujourd'hui, on est dans une période où les gens recherchent plus d'authenticité, tu vois. Oui. Donc moi, il y a des choses, par exemple, on me dit, mais tu cartonnes dans le cheveux texturé. Pourquoi tu lances pas une gamme naturelle pour cheveux lisses ? Pourquoi faire ? Ok. Pour l'argent. Tu cherches le sens, voilà. Parce que pour moi, ça n'a pas de sens, tu vois. Okay. Il y a déjà des produits, et puis il y en a d'autres. Je te laisse ça. Si tu... Donc tu cherches d'abord le sens de ce que moi, tu fais. Moi, je cherche bien sûr le sens et l'impact que ça a, et ensuite, s'il y a des retombées financières, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la cerise sur le gâteau, tu vois. Mais pareil, dans la motivation, moi, je vais te dire un truc qui a été pas super dur parce que j'y croyais à fond. Enfin, mais moi, j'étais la personne la moins bien payée que ma boîte. J'étais juste payée plus que les apprentis. Je me suis payée 1 400 € les premières années, ensuite 1 700 et ensuite 2 400. Avant de faire à la 13e année, je ne me versais que 2 400 €. D'accord. Alors qu'il y avait des gens que je les payais 5 ou 10 gars. Waouh. C'est les malus de l'entrepreneur. Mais... C'est la patience, c'est la résilience, et me dire que un jour ça va payer cher. C'est ça. C'est pour ça que nous on travaille derrière. C'est dès le départ, et c'est pour ça que j'aime beaucoup mes associés. Mais c'est pour ça que je paye les gens plus cher que moi. Oui, parce que ça les aide aussi. Eux, ils sont motivés, et puis moi, c'est moi qui dois gérer ma propre motivation, tu vois, dans ces moments-là. Payer des gens bien, payer des gens correctement, permettre qu'ils sont bien ancrés dans le projet, ils donnent tout ce qu'ils ont, ils vont pas partir juste parce qu'ils vont être payés 100 balles de plus à côté, tu vois. Surtout si les valeurs de l'entreprise à côté ne sont pas les mêmes. Donc tu dois recruter des gens qui sont alignés à tes valeurs, alignés à ta cause et de ton entreprise, vraiment alignés en fait avec ce que tu cherches à faire. Et de l'autre côté, tu les payes correctement. Donc quand ils vont arriver devant un poste, même parfois il est mieux payé, un peu plus, ils vont dire non, en fait je reste là parce que le mood de l'entreprise me plaît. Ça c'est important. Ce qu'on fait me passionne et je sais pourquoi je le fais. Tu vois. Et donc des fois il y a des gens, ils ont fait preuve d'un peu de patience entre guillemets chez moi en se disant ok, bon, je pourrais être un peu mieux payé ailleurs, mais c'est tellement, en fait, le bien-être est plus important. Voilà. Et moi mes salariés, ils appellent mon entreprise, quand on a changé, parce que j'ai investi dans des locaux, j'ai investi beaucoup d'argent dans les nouveaux locaux parce qu'on est propriétaire de nos locaux. Ah, félicitations. J'ai mis 1 million sur la table d'apport. Wow. Tu vois. Donc j'ai mis mon argent personnel pour acheter les locaux de l'entreprise, et donc à côté de ça, j'ai adossé un prêt bien sûr pour financer les locaux. Et donc j'ai décoré, vraiment j'ai voulu faire une bulle, tu vois. Et le premier réflexe que mes salariés ont eu, c'est de dire on est dans une safe place, c'est notre safe place. Ça, en fait, c'est un truc que tu peux pas recréer si t'as pas des valeurs alignées avec tes employés, s'ils se sentent pas bien. Moi, j'arrive au bureau des fois pour chercher un truc, il est 18h30. Je leur dis mais qu'est-ce que vous faites encore là ? Ils aiment, donc ils restent. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ce que nous, on essaie d'impulser quand on travaille ensemble avec mes associés. C'est justement de pouvoir avoir ce bien-être quand on parle. Tu restes plus longtemps ? Exactement. Tu travailles plus ? Exactement. Mais ça aussi, c'est aussi un danger. Mais ça viendra à une autre question éventuellement que j'aurai tout à l'heure. C'est justement la gestion du temps, parce que parfois, nous, on a eu l'an dernier, c'était quelque chose de terrible. C'est-à-dire, on ne comptait pas nos heures. C'était arriver à 8h, partir à 23h, essayer d'attraper le dernier métro pour rentrer chez nous. Profite en fait de ces moments-là, parce qu'en fait moi c'est des moments en tant que vieille chef d'entreprise, là je passe pour la vieille, c'est des moments que tu regrettes. C'est des moments, tu vois, il y a un moment où dans ton entreprise pour l'instant tu es vraiment au moment où tu grattes, tout est nouveau. C'est ça. Tout est nouveau, tu veux tout explorer, t'as une motivation, t'es jeune, t'as une énergie, il y a personne qui t'attend à la maison. C'est ça, oui, donc tu profites. Oui. Fonce, c'est dans ces moments-là en fait que tu dois, et tu vas travailler plus que les autres, plus que certaines personnes qui recherchent un confort. Et c'est la différence d'exécution à la fin, tu vois. Moi, il y a plein de marques qui sont lancées à peu près en même temps que moi. Moi, je suis l'une des premières, 2009. Il y en a qui sont lancées en 2010, 2012, tu vois. D'accord. Et pourtant, je fais 10 fois plus qu'elles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme tu dis, j'arrivais le matin à 8h, j'avais déjà 2 boulots. Donc, je travaillais le matin à la sécu, je travaillais l'après-midi en boutique, et le soir, je fabriquais. D'accord. Mais en fait, quand on a faim, on y va. T'as faim, tu y restes et t'es motivé. Parce que tu vas vieillir et ensuite tu vas éventuellement rencontrer quelqu'un. Et donc, du coup, tu vas devoir lui accorder du temps. Parce que, tu vois, parce que tu construis une relation.
Après, éventuellement, il y a des enfants qui vont arriver. Et Pas en trop fait, tôt. tu dois travailler. Ouais, mais tu dois travailler. En fait, si tu veux, ton efficacité, le quotient de temps, en fait, par rapport à ton travail, il va être réduit par lui-même. Malgré toi, tu donneras plus 70 heures de ton temps. Ok. Tu vas réduire le temps. Donc, tu devras avoir aussi appris à être efficient et encore plus efficace sur un Oui, temps sur encore temps plus plus réduit. Donc, profite de tout ce temps que tu as pour faire apprendre et grandir ton idée, Oui, grandir c'est ton équipe. prendre toutes les opportunités Tu qui prends viennent. tout. T'as C'est faim, ça. tu manges Exact. tout le gâteau. C'est ça. Tu prends tout, tu te gaves, d'accord? Parce qu'en fait, à la fin, eh ben, tu vas devoir partager ton gâteau. Et en fait, ton gâteau, c'est ton temps. Parce que le temps, c'est ta plus grande richesse. Et ça, parce que quand tu as un bébé qui te réveille la nuit, moi je dis ça, mais quand tu as un bébé qui te réveille la nuit et que tu arrives au bureau à 10h ou à 9h du matin et t'es fracassé, t'as pas dormi, C'est compliqué. tu vas devoir continuer à être efficace. Quand tu vas devoir partir parce qu'on t'a appelé parce qu'il a une pharyngite, ouais, mais il est 15h. Donc en fait, j'ai travaillé avec 3 heures. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah il est malade, tu vas faire du télétravail avec un enfant dans les bras. Il y a plein de choses qui arrivent qui fait que là, c'est maintenant que tu dois croquer ton projet à pleines dents. C'est maintenant que tu dois aller chercher les opportunités tant qu'il n'y a personne qui t'attend à la maison. D'accord. Et c'est ce temps-là qui fera ton avance sur tous les autres. Mais c'est ce que nous, on en a profité, justement. J'en ai profité beaucoup. Ne compte pas tes heures. Et ce que tu as dit au niveau des les conseils que tu me donnes là, c'est de l'or. Et c'est ce que j'ai beaucoup recherché, surtout depuis qu'on a lancé la startup, c'est les conseils des entrepreneurs, parce qu'on a beau être dans des incubateurs et tout, parfois on n'arrive pas à Parce que trouver vous êtes tout tous au même l'accompagnement. niveau. Exactement. Mais ce que j'ai fait justement, c'est que j'ai pris toutes les opportunités. C'est ce qui m'a permis, par exemple, j'ai postulé pour participer au G20 des jeunes entrepreneurs et j'y étais. Mais J'étais au Brésil. Après, j'ai été invité à un sommet, participer à un sommet sur l'IA en Chine. Faut tout prendre. J'ai tout pris, je suis allé et j'ai pu. Et ce qui est magnifique dans ce genre de sommet, il y a le travail, mais aussi le moment où on peut partager avec des entrepreneurs qui ont déjà réussi, des gens comme toi qui ont déjà réussi, qui ont déjà passé plusieurs millions, qui ont déjà des industries, et ils me donnent des conseils de base, c'est-à-dire ils viennent te voir et te disent Xavier, tu dois organiser ton temps comme ça parce que sinon tu vas pas réussir. Et c'est ce genre de truc-là, il y a des gens qui payent pour avoir ce genre de conseils. Bien sûr. C'est des opportunités encore une fois. Bien sûr. Et je rappelle, je suis sorti quand je suis arrivé dans ce genre d'endroit, je me suis dit, je sors de ma petite île du Morne Rouge, et je vois ça, je me dis mais c'est incroyable si je peux le faire. Le Tout monde de peut le faire. l'entrepreneuriat a une profondeur en fait, et en fonction des entrepreneurs que tu rencontres, tu vas pas avoir du tout les mêmes tips, pas du tout la même vision. Donc ça te permet de prendre de la hauteur. Il y a des conseils qui sont bons à prendre, il y en a d'autres qui sont achetés à la poubelle, c'est sûr. Ça, oui. Mais en vrai de vrai, c'est ce qui te permet d'avancer en fait et de créer ton propre sillon, tu vois. Mais c'est ce qui m'a aidé d'ailleurs. Et je me suis dit justement, comme je suis très jeune, à l'époque j'avais que 20 ans ou 21 ans, maintenant j'ai 22. Il y a quelque chose en fait qui est incroyable. En fait, il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a ceux qui cherchent à apprendre et à évoluer, et il y a ceux qui pensent qu'ils ont la science infuse, tu vois. Il y a aussi ceux qui travaillent énormément leurs produits et qui vont pas penser ni à l'image de la communication. À la communication, à l'image aussi de marque, mais aussi à la marque employeur. Parce que tu peux avoir une très bonne idée, mais si t'es pas assez sexy pour faire venir des talents chez toi, c'est compliqué aussi. Tu vois. Vrai, oui. Et puis il y a ceux qui sont pas prêts à apprendre et à se remettre en question. Tu peux avoir une bonne idée, mais il faut apprendre à se remettre en question. En fait, l'un des qualités numéro dans le top 3, c'est la remise en question. Je dis pas que tu dois remettre en question tous les matins ta vision. Ce que je dis, c'est que tu dois te remettre en question régulièrement pour savoir est-ce que c'est le bon chemin. Tu vois, t'es pas obligé de le dire à tout le monde, mais toi, tu prends assez de recul pour dire attends, on va aller là, on est sûr, c'est bien ça? Oui. Oui, non, tu fais un check, tu vois. Ah non, là on est allé, c'était pas le bon plan de faire tel salon, c'était pas le bon plan. Moi par exemple, retour après. Ouais, j'ai fait des salons qui ont épuisé mes équipes bêtement. Tu vois, à un moment, tu dis, bon, j'ai fait 30 000 euros ou 35 000 euros de chiffre d'affaires en 5 jours, mais est-ce que ça valait le coup entre toutes les heures supplémentaires, la logistique, les filles, elles sont cramées, d'accord. Elles sont plus efficaces pendant une semaine. Elles sont plus efficaces pendant 1 voire 2 semaines, et elles ont des heures à rattraper, qui fait que ta boîte, elle retourne pas à plein régime. Mais moi, il y a des salons qui sont des salons qu'on connaît très bien, alias la Foire de Paris. J'ai dit stop. D'accord. En 2020, j'ai dit stop. Je l'ai fait pendant des années. Et j'ai dit non, ça crame mes équipes pour 50 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord. Donc ça me cramait ma boîte pendant 1 mois après. Waouh. Entre tous les congés à reposer, les heures à rattraper, les heures supplémentaires payées double et la fatigue des équipes, non. C'est infaisable.
En fait, ça valait pas le coup par rapport à mon potentiel de croissance, alors que j'appuie sur un bouton sur mon site internet et je peux générer ce chiffre d'affaires si je fais une opération exceptionnelle, tu vois. D'accord. Je joue à domicile, tout le monde est tranquille au bureau, ça vaut pas le coup. Mais nous, ce qui nous a aidé, c'est deux choses. Un, je me suis dit, et avec mes équipes, on est pareil, c'est ça qui est génial. Je me suis dit, je suis une éponge. Donc, je prends toutes les informations Après, parce que je n'y connais t'analyses. rien. Et après, exactement, je garde ce que je garde et je fais partir ce que je fais partir. Et la deuxième chose également, c'est une vision. On s'est dit, on se fixe une vision dès le départ et après le chemin, il sera chemin d'embauche. On pensait avoir des financements très rapides, T'adaptes. ça a pris plus du temps. Exactement, on s'adapte tous les Et jours. c'est comme ça que c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est s'adapter. L'entrepreneuriat, c'est être le pompier qui éteint les feux tous les matins. Moi, tu sais, on me dit, vous êtes hyper occupé. Oui, je suis hyper occupée. Ça m'arrive régulièrement de tomber, il faut que je fasse attention à ça. Ça, c'est un truc qu'il faut que je fasse attention à gérer. Cependant, des fois, j'ai même pas d'agenda. Je vais juste au bureau, je pose mes fesses et j'attends. Et ça vient. Toc, toc, toc. Est-ce que... machin Toc, toc, toc. Alors là, on a un emmerdement. Et les gens, ils me disent, mais en 3 minutes, tu trouves une solution. Nous, ça fait 3 jours qu'on est dessus. En fait, on est en train de se gratter la tête. Et donc, t'étais notre dernier recours. Et quand t'es là, c'est beaucoup plus fluide. Parce que mon travail aujourd'hui, en fait, c'est d'éteindre des feux, de trouver des solutions et de résoudre des problèmes. Il y a un moment où dans ta boîte, en fait, et c'est le moment qui est le plus compliqué pour tenir dans la longévité, c'est que tu fais beaucoup moins ce que tu as animé au début. C'est pour ça que je te dis savoure. Moi, ce qui me manque, c'est de passer des nuits au labo. Tu vois. Ah bon? Moi, j'ai des réunions 2 heures de RD. Avant, je vivais, je mangeais labo, je dormais labo. Tu vois ce que je veux dire? Ça me manque. Parce que tu dois gérer le quotidien de ta croissance et tout ça, tu vois. Mais bon, il y a un truc donc qu'il faut qu'on revienne quand même, c'est t'as eu du génie en te disant aujourd'hui je vais populariser donc le système de livraison par drone de dispositifs médicaux. Pour la petite histoire quand même, j'ai envie de dire que ça a l'air hyper surprenant et à la fois en Chine aujourd'hui tu peux commander une boisson ou quoi que ce soit qui t'est livrée par drone. Tu vois les caissons Amazon là? Oui. Tu vois. En fait, le drone il arrive, il se met au-dessus de ces caissons, il le dépose et ensuite tu ouvres. Exactement. Et t'es livré à ton point, tu vois. Donc eux ils sont déjà dans le futur. Exactement, oui. Ça, je l'ai vu. Tu l'as vu, voilà, tu l'as J'ai vu. vu. Donc aujourd'hui, toi tu t'es dit je vais faire la même chose, mais pour les dispositifs médicaux, mais pas forcément dans un point relais, si j'ai bien compris. Alors non, pas justement. Nous, C'est ça que notre orientation est un petit peu différente justement. Nous, c'est la livraison rapide dans différents endroits. C'est par exemple relié, on a les deux dispositifs. À la fois, on peut aller livrer à un endroit précis, c'est-à-dire comme je t'ai parlé, si tu as un problème, milieu de la montagne. exact, plein milieu de la montagne. Mais c'est également, comme j'ai dit, nous on travaille sur nos stations de recharge autonomes, qui permet justement, le drone ne va pas poser un élément à cet endroit, mais va aller se poser lui-même à cet endroit pour se recharger et changer sa batterie de manière complètement autonome. C'est ce qui permet justement l'automatisation complète du système, c'est-à-dire pas d'intervention humaine. Le gestionnaire peut être par exemple en Martinique et gérer des livraisons entre Cayenne et Maripasoula. C'est ça notre force finalement. Et pourquoi nous on s'est orienté sur justement le côté médical et humanitaire et pas justement par exemple des boissons comme tu l'as dit. Au début on avait pensé, on s'est dit on va faire Uber Eats, je vais pouvoir relier, il y a un gamme d'eau marin, mais je vais pouvoir livrer à Rivière-Pilote ou jusqu'à Ducos par exemple. Mais on s'est dit non, quel est le sens du projet? Qu'est-ce qu'on veut faire? Nous on voulait aider les gens. Et c'est ce qui est magnifique, c'est que même comme moi parfois je me dis j'oublie un petit peu ça, même mes équipes ils me le rappellent. C'est ça notre force, c'est qu'on veut fondamentalement aider les autres. Et on s'est dit, là, les médicaments, il y a un enjeu. Là, le transport de prélèvements sanguins, par exemple, il y a un enjeu. Donc, c'est ce qu'on pourrait apporter, justement. Mais tu as dit quelque chose, c'est qu'en Chine, ils y sont déjà. En France et en Europe, ils y sont pas du tout. Ils y sont pas du tout parce que déjà, rien que l'idée de populariser le drone qui se transporte, nous, on nous a dit à un moment, vous aurez 2 choses. Soit la personne va dire, je ne comprends pas comment ça peut être possible, ou la deuxième possibilité, ils vont nous rire au nez. Ça, on l'a eu. Ça, on l'a eu parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on a lancé ce projet. On l'a eu jusqu'au jour où finalement le projet est devenu suffisamment concret. Le projet là, il est actif. Alors là, on est en plein R&D et on a réussi à trouver notre premier client pour pouvoir partir en mission, pour pouvoir tester notre prototype et pouvoir tester toutes nos solutions. Et donc du coup, là, tu as un client et donc à quel moment en fait tu es de ton échelle de construction en fait du développement du produit? Donc tu as déjà tous tes prototypes? Alors non, là on est en train de travailler justement sur la dernière version du drone qui va partir en mission. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti comme tout le monde, c'est-à-dire on a pris un drone existant. Ça prend quel poids?
Alors nous, on travaille sur 5 kilos. La charge utile, c'est 5 kilos. 5 pour kilos. un drone qui va être aux alentours de 25 kilos. En l'occurrence, pour une charge complète. Alors, c'est pas voilà. un drone qu'on trouve sur le On marché. est d'accord. Alors, mais bien oui, que ça les va. gens comprennent, tu Alors, vois. oui, je on peux parle d'une parler- bestiole de 25 Oui, kilos qui alors, vole. je ne parle pas ce n'est pas du tout les drones qu'on va trouver sur le marché et c'est même pas le drone que toi tu pourrais acheter. Il faut des autorisations. Même nous, pour fabriquer, il nous faut des autorisations. Mais vous avez besoin d'autorisation aussi pour circuler parce Bien qu'il y sûr. a des zones en fait qui sont même interdites de circulation en drone. Bien sûr, alors il y a certaines particularités. Déjà, nous, en tant qu'entreprise, on devra avoir une autorisation d'exploitation. Le drone devra être immatriculé parce qu'il dépasse la charge de 5 kg, donc il faudra qu'il sera immatriculé auprès des autorités, donc c'est de la DGS, etc. Et ensuite, nous, c'est justement la force du projet, pourquoi on a vérifié qu'il était viable. C'était la première chose qu'on a faite avant de pouvoir Combien de lancer temps les de charge prototypages. Nous, ce qu'on veut, c'est comment ça de charge. Parce que tu m'as dit qu'il doit aller se poser pour se stationner pour se charger. Combien de temps Pas il- se charger. Il change sa batterie. La batterie est changée, littéralement. Et l'idée, c'est de pouvoir se changer sa batterie en 2 minutes, justement. Donc ça veut dire, j'enlève la batterie, elle se met dans C'est une dans le station de futur, charge toi. et on la remet. Mais c'est pas le futur parce que c'est plein de petites parties de choses qui existent. C'est très simple finalement. Prendre une batterie, la mettre dans un endroit, l'enlever, la remettre. C'est ça la force parce que comme tu as dit, aujourd'hui, on avance de plus en plus pour avoir des batteries très efficaces, mais on n'aura pas encore la solution de la batterie qui se charge en 10 secondes. Ça, c'est pas possible. Quoique il y a un Marocain Mhm. qui l'a fait. Je sais pas si t'as vu. Ah non, ça, je n'ai pas vu par contre. Ok, bah, En tu- 10 secondes, Il faut j'aurais aimé vraiment que voir. j'arrête de traîner sur Internet. non, non, pas en 10 secondes, mais en quelques minutes à Oui, peine. moi, je regarde, Ouais. il y a beaucoup de solutions que j'ai déjà vues de batteries qui sont très performantes, mais finalement, sur la durée, elles sont pas si efficaces que ça. Et il y a d'autres solutions. Au début, on m'a dit, mais travaille sur l'hydrogène, ça pourrait être intéressant. Justement, mon client, il nous J'ai a... investi sur les voitures à hydrogène. Non, ça c'est très bien. Non, l'hydrogène, c'est le futur. Mais à l'heure Mais à actuelle, l'heure pour actuelle, le drone, on en a pour du 2027-2028. Exactement, Livraison de ma plus- voiture en 2027, je crois. parce que en fait, c'est très bête, mais pour donner l'exemple de l'hydrogène, en aspect sécuritaire, c'est pas possible. On peut pas le mettre en vol parce que c'est trop dangereux. Ouais. Ce qui était super intéressant, comme je te parle encore une fois d'opportunité, quand je suis arrivé en première année d'école d'ingé, on me parle du projet de fin d'année, j'ai dit, je vais faire un drone. J'ai dit, il faut aller ambitieux, il faut toujours aller loin. Donc j'ai dit, pourquoi pas on fait un drone hydrogène? Et on m'a dit, ah, mais il y a un prof qui travaille sur un moteur à hydrogène dans l'école, donc j'ai pu aller te les rends voir, compte etc. Évidemment, quand j'ai parlé dans ma proposition de projet de drone hydrogène, on m'a dit directement non. Non. Parce qu'un truc aussi dangereux, on va jamais accepter ça. Mais ton drone de transport médical, on y va, on vous donne un petit financement et vous y allez vous lancer. Bon. Il y Vous a la avez levé possibilité. combien de financement aujourd'hui? Aujourd'hui, on a pu atteindre 15 000 euros de financement uniquement par les subventions. C'est-à-dire, on a à la fois le prix Pépite et une autre bourse qui s'appelle la bourse, mon Dieu, la bourse du Pépite 3EF où nous sommes. Là, vous mélangez. Donc, en fait, toi, tu es spécialisé dans ce qu'on appelle la medtech, d'accord? Enfin, c'est la tech de la médecine, d'accord? C'est ça, La ouais. tech médicale. Mais ton projet, en plus, mélange donc ce qu'on appelle de l'IA, d'accord? De l'intelligence artificielle. Notamment. Est-ce que tu peux nous dire quel est l'impact de l'IA, en fait, justement, dans tout ce projet-là? Bien sûr. Alors, nous, justement, on travaille sur, comme je t'ai parlé, du logiciel. Logiciel de contrôle de drone. Par exemple, on a été en contact avec un professeur de l'université de la Sorbonne qui, lui, il développe justement les algorithmes qui permettent d'optimiser les routes. Parce qu'on parle, c'est comme les avions. Les avions, quand ils sont dans les airs, Ils ont leur ligne, ils ont leur ligne trajet. qu'ils respectent. Ben, les drones, c'est pareil, il faut qu'ils aient des lignes pour optimiser les chemins. C'est-à-dire là où il y a des vents, là où il y a des problèmes, justement, on en parlait. Il y a des zones qui sont Les interdites zones de qui sont survol. ouais. Donc il faut pouvoir les éviter. Et justement, l'IA permet d'optimiser tout cela, mais ça va encore plus loin. Avec- Du coup, tu vas chercher des fonds dans l'IA? non. Ou tu vas chercher des fonds dans la... Non, pour l'instant, nous, on va plutôt aller chercher du crowdfunding. D'abord, il faut que je définisse crowdfunding. Alors, c'est des particuliers, et voilà, c'est la possibilité d'aller sur des plateformes en fait en ça. ligne où les gens mettent de l'argent et ils investissent. C'est souvent des particuliers plusieurs particuliers qui investissent sur un projet en fonction de l'enveloppe. Voilà, il y a plein de plateformes possibles. Alors, Et pour finir. crowdfunding. Toi, tu Oui. commences par le crowdfunding. Exactement, c'est la possibilité qu'on s'est dit, puisque tu en parlais dans une autre interview, que parfois on se dit qu'on ne peut pas faire tout notre plan de financement sur des subventions. C'est Non, déjà mal ça, parti c'est- pour que ça passe. Donc on s'est dit, quelles options on a vérifié tout ce qu'on pouvait faire. On s'est dit, le crowdfunding, ça peut être une option. Allons-y, pourquoi pas. Et également, faire des missions, puisque nous, à la fois, on veut vendre le drone, mais proposer les services. Parce que justement, je te parle d'un cas très concret, c'est-à-dire permettre aujourd'hui de pouvoir transporter des prélèvements sanguins dans les milieux difficiles d'accès, mais aussi dans les déserts médicaux. Parfois, c'est à l'infirmière de faire tous les kilomètres entre la personne à mobilité réduite qui est clouée chez elle, par exemple une personne âgée, et le laboratoire d'analyse. Sinon, c'est un coursier. Nous, ce qu'on propose, c'est, par exemple, on est dans un EHPAD, il y a besoin de faire des prélèvements sanguins, l'infirmière vient,
elle ou l'infirmier, il fait les prélèvements sanguins, il met dans le caisson, puisqu'ils ont tous leurs caissons, il met dans le drone et le drone va directement au laboratoire d'analyse. S'ils leur permettent de redevenir les métiers, de reprendre leur métier d'infirmier, leur métier de la santé, au quotidien. Et que nous, on puisse gérer la logistique. Okay. Exactement, c'est dans ça. On débloque des nouveaux financements pour l'IA et on décide d'investir donc sur les prochaines années pour l'IA. Là, il y a une manne à aller chercher. Donc, tu choisis le crowdfunding. Alors, justement, pour répondre à ta question, c'est tout simplement parce qu'on ne les connaît pas assez. Justement, demain, je participe à un événement de la CCI, donc la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui organise un événement justement sur l'IA et qui permet justement aux entreprises de se financer. Justement, j'y vais pour apprendre des informations sur ça, parce que je sais, j'ai entendu encore que... T'es incubé actuellement ? Oui, je suis incubé au PERCO, à l'incubateur de la région Île-de-France, dans leur programme. Avant, j'étais à Station F, dans le programme Pépite Startup. Justement, j'avais été pareil, une sélection. J'ai été sélectionné, mon projet a été pris là-bas. Et du coup, on y est allé. Ce qui est important, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a plein de dispositifs possibles. Oui. En Martinique aussi. En Martinique aussi. Et en Martinique, d'ailleurs, en Martinique et en Guadeloupe, il y a donc, par exemple, pour les femmes entrepreneuses ou les équipes mixtes. Donc, il y a l'association Les Premières que je préside, d'accord, qui est un réseau donc, de 13 incubateurs en France et à l'international, Guadeloupe, Martinique et aussi Congo, par exemple, avec un très gros incubateur aussi en Guyane. Et donc, en fait, on aide et on accompagne en fait, les entrepreneuses et les équipes mixtes à développer, à les accompagner dans le cadre du développement donc, de leurs idées et de leurs entreprises. Mais il y a plein de systèmes d'incubateurs en France. Il y a plein de possibilités d'être accompagné, surtout lorsqu'on a un projet tech, IA, MedTech, donc sur des programmes, on appelle ça des programmes en fait, et donc tu candidates donc à un programme, tu es sélectionné et là tu es accompagné. Donc Station F, c'est le plus gros incubateur européen. D'accord, voire mondial, je suis pas sûre. Normalement, c'est mondial. C'est mondial, moi, j'ai déjà créé l'autre, mais normalement, c'est mondial, toujours. Donc, mondial, où il y a donc des milliers donc, de startups, et donc elles sont incubées dans des programmes chacune. Et donc, il y a un programme qui est le programme Par exemple, moi, j'étais dans le Pépite Startup, en l'occurrence. Voilà, toi, tu es cité chez Pépite. Il y en a un aussi dédié donc, aux Outre-mer, avec mon ami Daniel Yerso, qui n'y est plus. Il a été remplacé par... Je l'ai rencontré. Voilà, et donc, en fait, on accompagne les entrepreneurs ultramarins à être incubés donc directement à Station F. Et donc à Station F, tu as tout. Ça va de l'URSSAF qui est présent à la Poste qui est présente parce que tu dois envoyer tes échantillons, tu dois recevoir des choses. La BPI a une antenne. Voilà. Et donc en fait, ça te permet d'avoir un écosystème autour de toi au même endroit pour te permettre d'aller plus vite. Donc ça. Et ça va même plus loin. Pour y avoir été une bonne partie de mon année dernière, il y a une certaine forme d'énergie quand on est là-bas. Il y a une émulation. Oui, il y a une émulation parce qu'il y a des entrepreneurs, des start-upers de partout, il y a des dans idées le de monde entier. Fusent, donc, j'ai réussi. Quand j'y vais, puisque j'y suis alumni, on parle de projets, on parle d'idées, de propositions. Il y a des coopérations entre les startups qui naissent mon premier client, je l'ai place. trouvé là-bas, justement. On va continuer à prospecter, c'est bien. On a réussi à trouver des possibilités là-bas. J'ai déjà réussi à faire des après-midi de travail où j'ai abattu le travail de 2 semaines en une après-midi parce qu'on est dans un univers où les gens parlent, parfois travaillent sur projet et c'est hyper stimulant, exactement. Et ça, on en a besoin. Aujourd'hui, si je pouvais t'apporter quelque chose ou t'aider sur quelque chose, ce serait quoi ? Ce serait comment convaincre un investisseur de pouvoir financer mon entreprise. Parce que par exemple, moi, quand j'ai participé au G20, à la suite de cela, c'est de là que je sais que la com, c'est très important, donc on a essayé d'en faire beaucoup, et j'ai été contacté par exemple par 2 fonds d'investissement. Donc j'ai eu des réunions, mais ça n'a pas abouti. Comment je fais aujourd'hui pour me dire, je réussis à les convaincre ? T'entretiens bien ton LinkedIn ? Oui, assez bien, oui. Ok, bon ça c'est déjà une des étapes. En fait, le truc, c'est que tu es dans la tech. Donc, il y a beaucoup de concurrence en ce moment dans la tech. Oui, c'est ça. Les fonds... renseigne-toi sur les fonds avec qui tu parles. Par exemple, ce qu'on apprend dans les fonds d'investissement, c'est que les fonds d'investissement ont des enveloppes. D'accord ? Elles ont des enveloppes avec des ouvertures sur un temps. Par exemple, il y a certains fonds d'investissement, ils sont là pour exister pour 5 ans ou 7 ans. Si tu arrives à la fin de l'enveloppe, il ne reste pas grand-chose. Non seulement il ne reste plus grand-chose, mais du coup, ils vont filtrer encore plus parce qu'ils doivent investir en fait, leurs derniers euros sur des pépites. Quand tu arrives au début en fait, d'un nouveau fonds, donc d'investissement, je ne parle pas d'un nouveau fonds, mais d'une nouvelle poche qui s'ouvre, d'accord. Déjà, ils auront tendance à payer un peu plus parce qu'ils ont plus de liquidité, mais aussi à mettre un peu plus une bille pour voir, tu vois ce que je veux dire ? Donc déjà, il faut voir à quelle étape le fonds il est, tu vois. Bien analyser le fonds. Le programme, effectivement, à quel moment... C'est une question que tu dois poser au fond. Ok, donc là, vous êtes plutôt en ce moment sur des programmes dans la tech, ok, ça fait combien de temps ?
Tu vois, ça te permet, vous avez déjà investi sur beaucoup de startups, ok, certaines me ressemblent ou pas. Tu sais, c'est aussi un échange et une discussion. Et toi, ça te permet de te situer, de voir que, en fait, t'es le 15e, donc bon, il y a eu de la concurrence, ton pitch, il doit être excellent. Ça se trouve, il y a déjà quelque chose qui ressemble un petit peu à toi, donc là, ils étaient en train d'affiner pour voir si t'étais différenciant ou pas. Donc ça, c'est une petite astuce lorsque tu es déjà en contact avec un fonds. Pour pouvoir convertir en fait un fonds, il faut les emmener, les gens. C'est-à-dire les emmener. Il y a plusieurs règles. T'as le projet en lui-même, d'accord ? Il faut qu'il soit bien exécuté, il faut qu'il soit bien amené, bien vendu, ça c'est sûr, d'accord ? La jolie présentation, machin. Ensuite, t'as l'étape de ton équipe, d'accord ? Ton équipe, déjà, elle doit être prête à être interrogée, enfin, parce que pour l'instant, tu les rencontres, mais ensuite, on veut savoir qui fait quoi. Et donc, tu dois savoir ne pas porter... Souvent, les gens, ils ont tendance à se présenter tout seuls. Moi, je. Mais en fait, derrière, tu as une équipe qui exécute. Oui. Et en fait, ton potentiel à mettre en avant le savoir-faire des autres, d'accord, ne te porte pas préjudice. En fait, tu vas dire, moi, j'ai le meilleur directeur commercial de la place. J'ai la meilleure fille au labo de la place, où elle a un potentiel incroyable. En mettant en avant tes équipes et en montrant qu'ils sont solidaires et que tu as une équipe structurée et pensée, ça c'est la première chose. La troisième chose qui joue beaucoup, c'est... Je devrais prendre des notes, je vais vraiment regarder ce podcast à la fin. C'est comment tu projettes ton équipe et sa structuration, en fonction de l'étape de maturité, de dire, bon, on est 5. Ok, on est 5 pour l'instant, on est tous motivés, on fait plein de choses, mais ensuite, on prévoit d'embaucher tel type de poste, tel type de poste, tel type de poste, d'accord ? Parce que ça permet de voir que tu avances et que tu projettes et que tu vas mettre en place les personnes au bon poste. Et ça, c'est une qualité. D'accord. Ça, c'est une qualité parce que ça permet aussi à la personne qui analyse le dossier de se projeter avec toi sur là où tu veux aller. Ok, donc il a besoin de ceci, donc là, il va prendre un ingénieur en telle chose. Il va prendre une fille, par exemple, à la communication ou à la commercialisation, donc augmentation du chiffre d'affaires, maintien des brevets et des technologies. Tu vois ce que je veux dire ? Ça permet de se projeter avec toi parce que tu veux aller faire telle chose ou telle chose. Voilà. Ce qui te permet aussi de voir tes futures dépenses parce qu'il y a des gens, ils arrivent et disent « Alors, on va embaucher 50 personnes. » Ah ouais, c'est sûr que tu vas faire plein de choses avec 50 personnes, mais par contre, les payer, tu sais pas. Tu vois ? Donc, c'est un juste équilibre entre comment tu seniorises aussi ton équipe. Oui. Et donc, tu peux aussi dire, moi, je vais senioriser tel pôle et tel pôle, et je vais junioriser, entre guillemets, pour avoir des gens juste en dessous d'eux qui seront guidés par ces personnes seniors. Donc, c'est tout l'organigramme de l'entreprise qui doit être bien en tête. En fait, tu leur donnes une photo. Tu leur donnes une photo à un instant A, c'est qui on est, et par exemple, dans 2 ans, c'est là où on est. Mais c'est là où on est en chiffre d'affaires, c'est là où on est en technologie, et c'est là où on est en personne pour pouvoir réaliser cette technologie et ce chiffre d'affaires en face. D'accord. Tu vois, déjà, c'est un 360 en fait. Et après, il y a l'equity story. Toi, tu choisis le crowdfunding parce que tu te dilues pas. Exactement. Tu vois, c'est intéressant. Donc, c'est intéressant. Ça permet voilà. Mais très vite, après le crowdfunding, il faudra soit aller sur du business angel, soit sur du fonds de seed. C'est important. C'est important. Nous, on s'est dit, on irait sur du pré-seed ou seed pour pouvoir avoir une maturité suffisante pour après aller éventuellement en série A. Mais je n'ai pas expliqué ce que c'était, mais... Il y a ça, et il y a autre chose aussi. Et là, je prends des pincettes parce qu'on ne se connaît pas et je ne me permettrai pas. Mais souvent, quand on est dans l'ultra-technologie, effectivement, il y a un manque de communication autour et de simplifier, en fait, la façon d'expliquer les choses. Tu dois expliquer à ton fonds. Parce que lui, en fait, il est là pour injecter de l'argent et de repérer un potentiel. La technique, c'est pas qu'il s'en fout, mais... Ça passe après. Ça passe après. Parce qu'après, il y a d'autres ingénieurs qui, eux, vont se spécialiser. En fait, c'est même pas d'autres ingénieurs, ils vont passer un coup de fil à un cabinet, d'accord, spécialisé sur ce que tu fais, qui vont payer pour dire est-ce que l'idée est bonne ? Et est-ce qu'ils peuvent la développer et est-ce que ça va rapporter de la thune ? Pour faire une aparté très vite qui est liée à ça, justement, tu parlais des échecs au début de l'interview, que la force des échecs. Nous, quand on a postulé pour une présentation au concours, et on a perdu. Et on essayait de comprendre pourquoi cette personne a gagné et nous, on a perdu. Et justement, c'était la com. On est resté trop technique, on n'est pas assis dans la com. On a compris que la com, c'est 90%. C'est là où vous vous tirez tous une balle dans le pied. Exactement. Parce qu'en fait, les gens, ils ont tendance à travailler énormément leurs produits et ne pas travailler, en fait, tout ce qui va autour. Exactement. Et donc, tu peux avoir le meilleur produit du monde. S'il y en a un qui communique plus et mieux que toi, c'est lui qui va remporter tout devant toi.
Tu sais que ton produit est meilleur, mais c'est lui qui remporte tous les prix. Et il y a ça, et il y a aussi beaucoup de perte de temps, surtout sur certaines personnes qui ont tendance à être excellents en pitch. Je connais 2-3 personnes, elles ont tous les pitchs du monde. Ils reçoivent le prix de tous les pitchs du truc, ils sont dans tous les incubateurs du monde, etc., etc. Mais à la fin, ils font pas d'oseille. Bah, tu fais pas d'oseille. C'est de l'ego, en fait. En fait, ils font que parler, c'est ça. Bah, en fait, ils parlent beaucoup, ils vendent leur projet, mais ensuite, ils prennent pas le temps de développer réellement leur projet. En fait, pendant qu'ils sont en train de pitcher, c'est le projet qui développe pas, tu vois. Donc, tu peux recevoir tous les prix de la meilleure idée d'eux. Ton idée, il faut que tu la concrétises au bout d'un moment. C'est ça. Et donc, du coup, tu penses que... En fait, les gens font ça parce qu'ils pensent que c'est de la communication. Donc, il y a une bonne communication, alors. Il y a une mauvaise et une bonne communication. Oui, en fait, tu cours après les prix. T'as reçu le prix de l'INO, le prix de ci, le prix de ça. Va en chercher 2-3. T'as pas besoin d'en avoir 10, en fait. D'accord ? Tu peux aller en rechercher un chaque année. Mais n'en fais pas 50, en fait. Parce que c'est hyper chronophage. C'est hyper chronophage et à la fin, s'il n'y a pas d'oseille, franchement, ne prends pas. C'est ça. Tu vois ? Moi, par exemple, j'ai reçu 3 prix la semaine dernière. C'est pas... Si, félicitations. Non, mais j'ai reçu 3 prix la semaine dernière. Il y en a un que j'ai pas pu aller chercher. Et surtout, en fait, moi, mes équipes, en fait, c'est des choses qui ont pris du temps et ils sont tombés tous la même semaine. On est ravis, mais en vrai de vrai, ce qui compte, c'est le lancement du produit de la semaine dernière, c'est le terrain qui compte. Il faut aussi prioriser le temps. Il faut prioriser ce qui te rapporte de l'argent, le temps, etc. Les prix, c'est bien. Ça va nous aider dans notre com un peu plus tard, tu vois ce que je veux dire, parce que ça donne un gage de réassurance. Mais je peux te dire que, avant de concourir pour des prix, je crois que j'ai commencé en 2020. Ah oui. Ce qui comptait, c'était le produit et le client final, l'avis des clients finaux, tu vois. Le prix, ce sont souvent des parterres de professionnels, tu vois. Donc, en vrai de vrai, c'est pas eux qui vont te faire vendre plus. Exactement, c'est ça, oui. Et ça reste dans des écosystèmes qui sont assez restreints. Ouais, très fermés. Donc, mis à part si le prix te donne à la clé, par exemple, demain, le prix te permet d'aller aux États-Unis pour aller sur un workshop de 6 semaines, tu vois ce que je veux dire ? Quelque chose qui te donne... De très concret. De très concret, qui va te permettre d'aller... En fait, si on voit pas une prochaine étape à l'obtention de ce prix... Voilà, n'y va pas. C'est juste pour poser sur la... C'est de l'or, ce que tu me dis. Vraiment. Tu vas chercher des prix très concrets qui vont t'ouvrir soit des portes, soit, OK, celui-là, il faut l'avoir parce que c'est le prix hype et qu'on va en parler et que tu vas avoir de la presse derrière et compagnie. C'est juste pour le poser sur la table et dire que tu as un prix, ça vaut pas la peine. On est d'accord. Donc voilà. Écoute, il y a autre chose dans ton projet qui m'intéresse énormément, c'est donc cette capacité à pouvoir sauver des vies. D'accord ? On a parlé tout à l'heure effectivement des dispositifs de réanimation, donc les défibrillateurs. C'est quelque chose par laquelle je suis extrêmement sensible parce qu'il y a beaucoup de gens chaque année qui meurent. C'est 50 000 personnes uniquement en France qui ont des arrêts cardiaques. Il y en a de plus en plus et les gens sont de plus en plus jeunes. C'est pas parce que à 25 ans tu peux faire un arrêt cardiaque. Si toi... comment ton service peut vraiment changer quelque chose dans cette donne-là ? Parce que des défibrillateurs, il n'y en a pas partout. Oui. Alors, il faut savoir, on a de la chance d'être en France, et en France, chaque bâtiment public a l'obligation d'avoir un défibrillateur à disposition, quel que soit dans le bâtiment, à moins de 5 minutes de marche. Donc, on est parti de là, on s'est dit, on veut réaliser le même objectif, mais avec nos drones. Et c'est ça la proposition de valeur. Je vais te prendre un exemple très concret. On a pris un exemple sur le département de la Corrèze. On s'est dit, comment on pourrait faire, combien de drones et de notre système on aurait besoin pour couvrir l'entièreté du territoire, avec la vitesse à laquelle pourrait aller le drone. On s'est rendu compte qu'avec simplement 19 solutions, donc c'est-à-dire la station de recharge passée à des endroits très spécifiques et les drones, on arrive à couvrir tout un territoire avec des défibrillateurs. Et les défibrillateurs, il faut comprendre que ça sauve réellement des vies. Chaque minute sans défibrillateur, c'est 10% de chance de la vie de la personne qui se réduit. Donc, dire que demain matin, si on travaille avec cette région, que notre drone est prêt, que tout l'écosystème est prêt, il y aura un défibrillateur à moins de 5 minutes, quel que soit l'endroit où on est dans le département. Je dis Corrèze, ça pourrait être la Martinique, la Guadeloupe ou la Guyane. Et tu réfléchis comment ? Incroyable. Tu réfléchis à un numéro de téléphone ? Ah non, c'est pas non, parce que ça rajoute une complexité. Le but, comme je l'ai dit, il faut que les SAMU restent le SAMU, que les gens restent les gens. Donc c'est-à-dire, le système, c'est un système qui le déclenche. Exactement. C'est en fait ce qui est déployé d'ailleurs en Suisse. Ils ont déjà fait des premiers tests, mais c'est sur des drones qui sont beaucoup plus petits, des distances beaucoup plus courtes. J'appelle le 15. Le 15, il récupère ma géolocalisation. Le drone n'a pas besoin de plus.
À partir du moment où j'ai la géolocalisation de la personne, le drone peut partir directement pour réaliser sa mission. C'est-à-dire, les standards ont le numéro, donc j'appelle le 15. Le 15 dit « Ok, les pompiers n'auront pas le temps d'arriver » et à ce moment-là, il déploie mon dispositif qui va directement pour sauver la vie de la personne. Et comme je l'ai dit, l'importance, c'est pas d'intervention humaine, donc pas de perte de temps. Il n'y a pas à charger un défibrillateur dans le drone, à charger les batteries nous-mêmes. Non, le drone va se préparer et va faire mission. Et tu parlais de l'IA, justement, c'est l'IA qui permet de gérer justement toute cette maîtrise de risque. C'est tout ce sur quoi on doit travailler justement, c'est que l'IA puisse gérer de manière autonome toute la maîtrise de risque pour savoir je peux passer par là, je dois passer par là pour être le plus efficient et sauver la vie. Puisque quand on est dans ce genre de danger, chaque seconde compte, donc on doit aller vite. Est-ce que tu as une dernière question pour moi? Une dernière question pour toi. Quel conseil tu pourrais me dire sur ma startup pour passer une étape? Peut-être au niveau de la communication ou au niveau de qu'est-ce que nous, on devrait prioriser aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a deux types de choses. La première, c'est commencer à communiquer parce que tu as du talent, d'accord? Ton entreprise a vraiment un impact et un rôle important. Il ne faut pas que ce soit juste, entre guillemets, dans l'esprit des gens, ils entendent le mot drone et un gadget d'eux. Donc, il va falloir, je pense, faire un travail de lobbying. D'accord, auprès, c'est ce que tu as dit, d'un côté du monde de la tech, de l'autre côté du monde de la médecine, et le troisième, c'est toujours les utilisateurs finaux, tu vois, parce que plus les gens vont demander le service, plus tu vas pouvoir dire, tu vois, moi j'ai telle région qui est intéressée, donc j'ai besoin de financement. Tu vois, il faut le faire à l'inverse. Il faut aller prospecter le client final en disant moi j'ai une super truc. Je vous demande juste de me demander est-ce que vous êtes intéressé, quel est le prix que vous seriez prêt à payer et qu'est-ce que entre guillemets quels sont les budgets en fait que vous pourriez y attribuer. Il y a des fonds encore, par exemple, tu parlais de ça, pour déployer ce genre de projet-là sur une région complexe. Par exemple, il y a le FDI, le Fonds d'innovation pour le développement, qui permet justement de développer ce genre de projet. En fait, il faut aller convaincre, en fait, le premier, d'accord? Avec le premier, tu fais ta preuve de concept, d'accord? C'est ce qu'on fait, voilà. Jusque-là, ça va. Mais sur une échelle un peu plus grande, tu vois? Je ne sais pas si tu as signé une région, mais en fait, d'aller dans une ville ou dans une région, d'accord? De les convertir, d'accord? Donc, tu en as plein. Hein. De toute façon, tu as, je ne sais pas combien il y a de départements, mais tu vois ce que je veux dire? Enfin, si, je sais combien il y a de départements. Mais ce que je veux dire, tu vas convaincre un département, d'accord? Tu vas faire ta preuve de concept sur ce département et ensuite, tu n'auras plus qu'à décliner sur le territoire en entier. D'accord. Donc, ce serait une bonne stratégie pour pouvoir passer à l'échelle. Tu vois, ta preuve de concept, là, il faut la faire d'abord avec ce premier client. Avec ce premier client, là, tu récupères les chiffres. Tu vas voir soit une ville, soit un département. Tu fais ta preuve de concept à plus grande échelle, entre guillemets, en allant chercher à ce moment-là des fonds. Et c'est là, à mon avis, où tu peux aller en seed. En seed, ok, oui. D'accord. Tu vois, dans ton equity story, c'est la première chose. Bon, j'avais les 15 000 euros, j'ai eu le premier client, ça m'a généré un peu de chiffre d'affaires. C'est ça, oui. J'ai fait ma preuve de concept que ça fonctionne. Oui. La deuxième étape, c'est grâce à cette preuve de concept, je suis allée voir une ville ou un territoire en particulier, un département en particulier. Oui. Et grâce à cet engagement de principe en me disant oui, si vous pouvez m'apporter le service, j'y apporterai tel budget, tu vas chercher des fonds en seed, d'accord, pour pouvoir faire la preuve du concept sur ce plus gros territoire. Et ensuite, tu n'as plus qu'à dérouler. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. En tout cas, Xavier, merci. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci d'avoir partagé avec moi. J'ai adoré cet échange. Merci à toi. C'était incroyable. Tu es la preuve, en tout cas, que dans les Outre-mer, en fait, non seulement on peut faire nos études, on peut aller loin, mais surtout on peut créer quelque chose et un projet qui a de l'impact et que ce soit à une plus grande échelle, notamment nationale et même internationale pour ton projet. Et puis, nos Outre-mer, en fait, ont du talent et tu les représentes bien. Toi aussi, en l'occurrence. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. J'espère que, comme moi, vous avez été inspirés par cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Pour retrouver d'autres histoires passionnantes et inspirantes, retrouvez-les sur le portail Outre-mer La Première, ainsi que nos réseaux sociaux. Silence, s'il vous plaît. Tu l'as. On clappe. Et on est installé. On finit assis. Action.